Très chers téléspectateurs, amis fidèles de notre émission Cri du cœur, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous présenter un nouveau numéro de votre émission Cri du cœur. Nous avons un réel plaisir de recevoir dans notre émission aujourd'hui l'abbé Ntambwe Victor. Sans plus tarder, monsieur l'abbé va se présenter devant vous, devant nous. Et biso na binoto ye balelo monsieur l'abbé azali nani. Pona nini biso to ekoluka monsieur l'abbé. Hein? Nini tindi biso lelo Cri du cœur et luka monsieur l'abbé. Monsieur l'abbé asala kanini. Monsieur l'abbé azali nani. Pe monsieur l'abbé na tina nini biso toli ko s'intéresser na ye na makambo etali Cri du cœur. Na makambo etali bana. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour madame. Qui est monsieur l'abbé? C'est une question très embarrassante, mais je peux tout simplement souligner quelques aspects. Donc, je suis l'abbé Victor Ntambwe, prêtre de la chaussée de Kinshasa depuis 2005. Ce qui revient à dire que le 31 juillet 2022, j'aurai 17 ans de vie sacerdotale. Et comme prêtre, en fait, je suis passé dans beaucoup de paroisses et en termes d'expérience pastorale, mais beaucoup plus dans les maisons de formation. Déjà comme diacre, j'ai été nommé en 2004, comme diacre, j'ai été nommé économe au grand séminaire de théologie Jean-Paul Ier à Rigini, où je fais 4 ans comme économe. Et puis je suis allé dans une paroisse à Mongafola Seno Maragali. S'il y a nos amis de Seno Maragali qui nous suivent à travers votre émission, je les salue. Je suis allé là-bas pour 3 ans où j'étais vicaire. Et puis après 3 ans, Laurent Cardinal, alors archevêque métropolitain de Kinshasa, va m'envoyer pour aller faire la psychologie à l'UPN. Et que je suis allé pour 5 ans de la formation, 5 ans de formation en psychologie à l'UPN. Après, évidemment, la formation classique au séminaire. Après les 3 ans de philosophie et les 4 ans de théologie, je suis allé faire 5 ans en formation universitaire en psychologie. Et mon domaine de prédilection, sinon mon domaine de recherche, c'est beaucoup plus la psychologie de l'enfant. Je m'intéresse beaucoup plus à la psychologie de l'enfant, car j'estime que les enfants, considérés comme des personnes fragiles, méritent notre protection, méritent la protection de la nation, mais aussi la protection internationale. Et je suis resté dans la formation depuis 2018, où j'ai été enseignant et aumônier nommé par Laurent Cardinal au lycée Bosangani Sacré-Cœur. J'ai arrêté d'être aumônier et enseignant à ces lycées en 2018, compte tenu de certains paramètres. Mais, depuis 2016, après juste ma formation en psychologie, j'ai été nommé ici, comme à l'IFAD, où nous tournons cette émission, comme d'abord secrétaire général académique, où je fais 3 ans, soit de 2016 à 2019. Et depuis 2019 jusqu'à nos jours, jusqu'à ces jours, je suis secrétaire général administratif, toujours dans la même institution universitaire, sinon dans le même institut IFAD. Voilà de manière ramassée la quintessence de mon profil, s'il faut le dire dans ce sens. Ouais. De manière ramassée, mais vraiment consistant, très fort. Je n'ai à vous dire que merci beaucoup et bravo encore. Merci. Bravo, surtout que je retiens que vous aviez été cardinal. Non, je n'ai pas été cardinal, c'est le cardinal
Qui m'a nommé, oui, oui. Voilà. Qui m'a nommé ici comme... Bon, c'est le cardinal qui m'a nommé, le cardinal Laurent Mosson qui m'a nommé comme secrétaire général académique à l'IFA depuis 2016. Et puis en 2019, c'est le cardinal Fridolin. Il a pris au cardinal Fridolin de me nommer secrétaire général administratif dans la même institution universitaire. Ok. Oui. Tous nos respects. Merci beaucoup, madame. Monsieur l'abbé, la psychologie. Pour faire la psychologie, faut-il une qualité, un talent pour exercer ce métier-là de psychologue? Ou c'est n'importe qui? Talent, qualité, je ne pense pas, mais c'est un problème de, comment on dit, un problème de propensions, c'est un problème de volonté, sinon un problème de choix, s'il faut le dire. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que beaucoup s'intéressent à l'économie, au droit et à d'autres facultés, sinon filières d'études. Mais peu s'intéressent à la psychologie ou en psychologie. La psychologie, en fait, c'est jusque-là, vous allez me permettre le terme, en fait, c'est encore un domaine vierge, non exploité. Et surtout dans notre pays, le Congo, on n'a pas beaucoup de psychologues. Et ce qui fait que, bon, nous, en allant là-bas, on a saisi la balle au bon pour dire que, bon, faire le français, faire l'histoire, faire... non, mais là, on en a beaucoup déjà. On préfère faire quelque chose d'unique, quelque chose de rare, quelque chose que à laquelle beaucoup ne s'intéressent pas. Comme ça qu'on est allé faire la psychologie et les sciences de l'éducation. Mais on a beaucoup plus concentré notre domaine de recherche sur la psychologie de l'enfant. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit tantôt, l'enfant reste l'option non seulement préférentielle de Dieu, mais de par sa fragilité, reste... son innocence. Son innocence reste celui que la société doit protéger. Oui, oui. Okay. Merci beaucoup. Très chers téléspectateurs, tozo kende malembe kokota siko na sujet na biso. Biso ne soyebi que tozo kende na likambo etali arrêtons d'abandonner nos enfants. Bano batondi ebele be na kati ya nzela, toyebi te pona nini batondi na nzela et pourtant bazali bano babimi na kati ya bosangani ya tata moko ya mama moko to ya mwasi moko to ya mobali moko. Mais lelo oyo tomoni que ba responsabilité est commis donc Toboy Nabiso est comme abandonné. On ne veut plus prendre ses responsabilités. Les enfants sont partout dans la rue. Monsieur l'abbé Victor Tamboué, pourriez-vous nous donner la différence entre enfants dans la rue et enfants de la rue? Déjà qu'il faut souligner que la rue ne met pas l'enfant au monde. Être dans la rue est consécutif à certains paramètres. Ça peut être les paramètres endogènes ou les paramètres exogènes. Mais on va y revenir. Je crois que être l'enfant de la rue, c'est cet enfant qui ne dépend que de la rue. Cet enfant qui vit et travaille et dort dans la rue. C'est ce qu'il faut souligner. Donc l'enfant de la rue, et sa vie dépend de la rue. Donc la rue devient son asile. La rue devient sa maison. Donc il dort, il se réveille, il travaille, il mange dans la rue. Contrairement à ce qu'on peut appeler enfant dans la rue. Enfant dans la rue, c'est en fait cet enfant qui le matin vient travailler dans la rue et le soir rentre à la maison pour se reposer et reprendre le même mouvement chaque jour. C'est cela la différence. Donc, enfant de la rue, c'est celui qui a fait de la rue son habitation, son milieu habituel. Et enfant dans la rue, c'est celui qui vient travailler dans la rue. Et après le travail, il rentre chez lui à la maison. Et les jours suivants, il revient dans la rue.
Voilà, c'est là la différence. Donc, mais dans tous les cas, comme je le dis, ce sont nos appellations. La rue n'a pas mis un enfant dans le monde. Les enfants ici, les enfants qu'on trouve dans la rue ou dans les rues, ce sont les enfants issus des familles. Et c'est comme ça qu'à son temps, Laurent Cardinal, paix à son âme, avait demandé qu'on enlève ce terme de l'enfant de la rue, puisque c'était un terme péjoratif. Que ces enfants-là soient appelés plutôt les enfants du cœur. Comme ça, pour montrer l'attention qu'on doit avoir envers ces enfants, puisqu'en fait, la rue ne met pas les enfants au monde. Mais en tant que psychologue, l'appellation enfant de cœur, et avec tout ce qui se passe, est-ce que vous pensez qu'on y arrive? Et en fait, il y a ce qu'on appelle l'approche psychosocio-affective et l'approche clinique. Dans l'approche psychosocio-affective, il est souligné que l'éducation de l'enfant se fait par amour. Plus l'enfant se sent aimé par ses parents, mais aussi par son entourage et même par son école, l'enfant donne le meilleur de lui-même. Plus l'enfant se sent considéré par ses parents, il donne le meilleur de lui-même. Papa n'aura pas à dire à l'enfant, il est temps de faire son travail, ton devoir. L'enfant de lui-même, étant conscient que l'attention des parents se tourne vers lui, de lui-même pour ne pas fâcher les parents, il va travailler pour donner le meilleur résultat qui ferait la joie des parents. Alors, dans la dimension, dans l'approche clinique, d'ailleurs, le mot est clair. Donc, quand un médecin est face à un patient, le médecin ne peut pas prendre le diagnostic fait chez un patient pour l'appliquer à un autre, même s'il présente le même signe de pathologie. Donc, ça veut dire que dans l'approche clinique, il est demandé aux parents et aux éducateurs de ne jamais comparer les enfants. Parce que chaque enfant est une entité unique et personnelle. Même s'ils sont jumeaux ou jumelles, on ne doit pas les comparer. Tu ne dois pas dire à ton enfant, tu n'es pas comme ton frère, tu n'es pas comme ta soeur. C'est vrai, il ne peut pas être comme son frère, il ne peut pas être comme sa soeur, même s'ils sont issus du même sang. Donc ça veut dire que chaque enfant est unique et il faut les comprendre comme tel et l'orienter comme tel. Alors, je vais chuter pour dire que il y a aujourd'hui un gros problème dans notre société. Parce qu'en fait, tous ces enfants qui embrassent aujourd'hui la rue, les rues, tous ces enfants, on ne doit pas nous faire croire qu'ils n'ont pas de parents. S'il y en a dont les parents sont encore vivants, par contre, d'autres, les parents sont déjà en fait morts, mais les tuteurs ont qualifié ces enfants-là de tous les maux, en termes de sorcellerie, tout ça. C'est comme ça que les enfants embrassent la rue. Ça veut dire que si un enfant arrive à se sentir gêné, à se sentir méprisé, diminué dans sa plus simple expression, un enfant arrive à trouver qu'il n'a plus de considération. Ça veut dire que l'attention de parents ne porte plus sur lui. L'enfant est capable soit de quitter la maison, de partir et choisir la rue. Puisqu'il se trouve que dans la rue, même si ça ne sera pas comme à la maison, mais dis-moi, à force de s'habituer avec la rue, l'attention des gens tournera vers lui. Et l'enfant va partir dans la rue. Mais si l'enfant se rend compte que les parents me considèrent, voilà, et l'enfant ne peut pas embrasser la rue. Ce qui revient à dire que tout ce qui se trouve d'ailleurs dans la rue aujourd'hui, tel que nous le constatons là, ils ont deux parents qui sont encore vivants, mais pourquoi ils sont partis? Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont été froissés dans leur amour propre, ils ont été diminués dans leur amour propre, ils ont été presque réduits à leur plus simple expression. Mais en fait, c'est dans la dimension de l'homme, il y a trois aspects. Il y a ce qu'on appelle aspect cognitif, il y a ce qu'on appelle l'aspect psychomoteur, et il y a ce qu'on appelle l'aspect affectif. Alors, dans les psychologues, dont notamment Jean Piaget et tous les autres, nous disent que
l'aspect affectif joue un rôle très important dans l'aspect cognitif et dans l'aspect psychomoteur. Un enfant qui se sent aimé va développer ses capacités intellectuelles et va développer sa mobilité aussi. Et un enfant qui ne se sent pas aimé ou qui se trouve être rejeté, il va faire ce que Freud appelle dans les mécanismes de défense des moi il va faire une régression et fixation. C'est-à-dire qu'il va quitter un âge déjà acquis pour en fait régresser vers un âge déjà abandonné. Et il va traduire dans son comportement les comportements d'un âge plus inférieur que son âge. Voilà. C'est comme ça que quand beaucoup d'enfants se rendent compte que ils n'ont plus de gain, ils ne trouvent plus leur gain de cause dans leur famille respective, que les parents soient là ou pas, ils partent. Est-ce qu'ils se rendent compte que peut-être que dans la rue, ils peuvent être considérés, sinon ne pas être dérangés comme c'est le cas à la maison. Voilà un peu ce qui pousse les enfants à à sortir dehors et à embrasser la rue comme famille, la rue comme l'asile, la rue comme l'habitation. Voilà. En tant que psychologue, lorsque vous êtes face à ces enfants qui parfois le changement n'est pas total ou parfois n'est pas direct, mais comment vous réagissez face à ces enfants qui, lorsque vous lui demandez, au cas où peut-être qu'on a déjà trouvé la famille respective, lui demandant de revenir à la famille, qui dit catégoriquement je ne peux plus revenir, je ne peux plus. Face à ces enfants, face à cette catégorie d'enfants qui disent non à la famille, comment vous réagissez? Si l'enfant arrive à ce genre de comportement, c'est suite aux maltraitances dont il a été victime de la part de sa famille. Et c'est vrai, madame, vous avez raison. Nous, on a fait, dans le cadre de notre cours de diagnostic psychologique, nous avons été dans les différents centres qui hébergent les enfants. Et nous avons reçu chaque enfant de manière particulière, individuelle. Et au travers les jeux de questions, et même la proportion de rentrée aujourd'hui chez les parents, il y en a, comme vous l'avez dit, sans rester de marbre, catégorique, pas question. Et pourquoi en fait la famille, au lieu d'être les lieux de son émergence, les lieux qui peuvent l'aider, qui peut booster ses talents, booster ses savoir-faire et ses savoir-être, ses savoir-devenir, la famille devient un lieu plutôt de maltraitance. Donc quand l'enfant n'est pas d'abord bien soigné, bien encadré, bien nourri, mais qu'est-ce que vous voulez? Si dans la rue il peut facilement attraper un pain, si dans la rue il peut facilement attraper un 500 francs, ben, rassurez-vous que cet enfant, quel que soit, il préférerait d'ailleurs, j'imagine, il préférerait d'ailleurs aller dans une famille d'adoption que d'aller dans sa propre famille, puisqu'il se rend compte qu'il y a eu finalement rupture. Mais tout ça aussi, c'est comme je le dis, on l'a dit avec cette histoire de la sorcellerie. On fait porter aux enfants des croix dont ils ne sont pas irresponsables. Donc dès il faut le faire avouer qu'il est sorcier alors qu'il ne l'est pas. Voilà. Qu'il ne l'est pas. Alors, on arrive parfois à mutiler les membres inférieurs de l'enfant, à blesser l'enfant et à mettre à jeter de l'eau chaude sur l'enfant. Mais voilà, un enfant qui a suivi de tels traitements, déjà que de par sa psychologie, il est en fait psychologiquement malade, il est fermé, il se rend compte que c'est en fait, pour lui sa maison c'est une prison au lieu d'être un oasis de paix. Une prison, il ne veut pas rentrer. Alors on essaie de comprendre ces enfants-là, mais il faut travailler sur leur personnalité et faire acquérir à ces enfants un profil. Dans tous les cas, c'est les soucis et l'objectif de tout centre
d'hébergement où ces enfants sont logés. Donc, pas seulement donner à manger à ces enfants, mais travailler sur leur personnalité, faire acquérir à ces enfants une personnalité capable d'un renouveau dans leur vie et d'affronter de nouveau la vie telle qu'elle se présente et non pas telle qu'elle s'est présentée autrefois. Et mais ça, on travaille sur la personnalité et la personnalité reste l'élément indispensable dans la formation de l'individu, dans la formation de l'enfant. Et reste l'élément indispensable dans la formation de l'enfant. C'est comme ça que lorsque nous parlions de cours, dans notre cours de psychologie générale, au chapitre sur la personnalité, on dit qu'il y a 3 éléments événementiels, 3 éléments essentiels à la base de la formation de la personnalité d'une personne, d'un individu. Il y a ce qu'on appelle les étapes de l'ontogenèse de l'être. Il y a ce qu'on appelle les différents moments ou circonstances dans lesquels le développement est intervenu. Et puis, il y a ce qu'on appelle les phénomènes, les catastrophes, les phénomènes naturels dont l'enfant a été l'objet ou a vécu dans sa vie. Et tout ça forme et forge la personnalité de l'enfant. Alors, un enfant qui a subi des traumatismes, un enfant qui a passé des moments très difficiles dans sa vie, il a ce qu'on appelle une personnalité, en fait, une personnalité décomposée. Parce qu'en fait, il ne croit plus à rien et il ne croit plus, même plus en lui-même. Il ne croit plus en rien, il ne croit plus à son entourage, même plus en lui-même. Il se voit comme un bon à rien, donc un vaut rien. Vous avez, en tant que psychologue, vous avez comme devoir de retirer cet équivoque. Si. Voilà. Il faut mettre l'enfant en confiance. Voilà. Il faut lui dire qu'il n'est pas un bon rien. Il faut lui dire qu'il ne vaut rien, il n'est pas un vaut rien dans la société. Il faut lui dire que demain, il peut contribuer à l'émergence d'un monde épris de justice, d'amour et de paix. Alors, il faut arriver à cela. Donc, il faut faire comprendre à l'enfant que ces étiquettes, ces stéréotypes viennent de l'extérieur, du monde extérieur. Ce n'est pas ce qu'il est. Il doit faire confiance en lui-même et prendre une certaine revanche sur sa vie passée. Et alors, pour développer en lui ce qu'on appelle l'estime de soi, qui reste l'élément catalyseur capable de propulser et de permettre à l'enfant d'aller de l'avant. Donc, il faut vraiment travailler chez l'enfant pour qu'il développe son estime de soi, et la considération qu'il a de lui-même pour pouvoir aborder le monde avec sérénité, la vie, affronter le monde avec sérénité, affronter la vie avec sérénité. Et c'est un travail qu'on fait, mais c'est un travail de longue haleine, un travail qui prend beaucoup de temps. Et pour ça, l'enfant, il faut passer par un entretien. Un entretien, ce qu'on appelle un entretien psychologique. C'est mon souhait d'ailleurs. Je le dirais, mon souhait le plus ardent, c'est de créer un jour un centre de consultation psychologique pour dépister les troubles qui envahissent le développement de l'enfant. Et lorsque ces troubles sont dépistés avant, il y a moyen d'aider l'enfant pour être efficace et efficient dans sa vie. Peut-être on y reviendra. Alors, je crois que quand on reçoit un enfant, il faut commencer par mettre l'enfant en confiance. Montrer que l'enfant qu'il n'est pas ce que la société pense de lui. Ça, ce sont des autocollants. Ce sont des stéréotypes qu'on colle sur lui, mais il n'est pas comme ça. Exactement. Il est capable aujourd'hui aussi de travailler sa personnalité, d'avoir son estime de soi pour viser plus haut, pour être demain ministre, pourquoi pas, demain PDG, pourquoi pas demain président de la République. Donc il faut travailler et cela est possible. Cela est possible. Comme je le dis, l'éducation de l'enfant se fait par l'approche aussi, l'amour dans la psychosocial affecté. Donc pas pas avec un langage de militaire, pas avec une chicotte, parce que comme je le dis, l'éducation par chicotte est bannie aujourd'hui. On ne peut plus éduquer par chicotte, c'est dévolu. On éduque aujourd'hui par amour. Et plus l'enfant se sent aimé, il donne le meilleur de lui-même. Plus l'enfant se sent aimé, il fait d'ailleurs ce que les parents ne lui demandent pas de faire, mais puisqu'il dit que je le fais pour l'honneur du parent.
Puisque l'enfant est aimé, l'enfant fait le meilleur. Puisque l'enfant est bien encadré, l'enfant peut aujourd'hui faire des grandes choses. Ce message ne concerne pas seulement les enfants de la rue, ce message aussi concerne les enfants qui sont dans les familles, dans les foyers, les parents. Prenons en compte ce que nous disent nos enfants. Vivre na biso na kati ya bandako. Lelo bano baza na kati ya bandako, baza na balabala, baza na ba parents. Mais aussi bana on a des sous comme des sous dossier parce que perdre confiance na bango. Yango tozo mona bango bazo comme ba shege, hein, ba comme bango ba kuluna. Mais parce que quelque part bazanga ki kolobela bango eloko esengela ki basala, to quelque part ba pesa bango étiquette moko te boza pamba, boza inutile, boza ba vaut rien, vous ne pouvez rien et pourtant c'est faux. Monsieur l'abbé, merci beaucoup. Mais est-ce que vous croyez un jour à la disparition de ce phénomène? Je crois en ça. Parce que, madame, je te dis que, vous l'avez dit, l'intelligence n'enlève pas, plutôt la rue n'enlève en rien l'intelligence de l'enfant. Et moi, je fais cette étude avec un de mes professeurs, un des grands professeurs, d'abord le professeur Yaouidi, que je salue en passant, le professeur Moukaou, qui est d'ailleurs mon maître en tout et pour tout, donc un grand psychologue qui a des centres d'encadrement pour les enfants. Et lui, il travaille beaucoup plus dans les domaines des enfants qui ont le sceptre d'autisme. Et son centre est beaucoup plus spécialisé dans l'encadrement de ces enfants-là. Alors, je le salue, il est un grand professeur à l'UPEN, mais aussi il est doyen de la faculté de psychologie à l'UPEN. Mais aussi le professeur Asia, avec qui a aussi un centre d'encadrement et d'hébergement des enfants de la rue. Dans le cimetière. On dit vers Kinkole. Alors, mais le professeur, nous avons travaillé dans un TP, c'était pour vérifier si la rue arrivait à désaltérer ou arrivait à retirer quelque chose. À retirer quelque chose du point de vue intellectuel des enfants. Non, on s'est rendu compte, non. La rue n'affecte pas l'intelligence de l'enfant. Au contraire, cet enfant de la rue crée, en fait, par le fait qu'il se trouve dans cet état, il naît en lui une certaine ingéniosité. Donc, pour sa survie. Okay. Donc, ça veut dire qu'on peut récupérer. Ce que je disais tantôt que moi, je crois un jour à la disparition de ces phénomènes. Et pourvu que tous les partenaires puissent mettre la main dans la pâte. Les partenaires, je commence d'abord par l'État congolais. L'État congolais doit protéger les enfants. Parce que les enfants, en fait, comme on a cessé de le dire, c'est en fait l'avenir de demain. L'avenir non seulement du pays, mais aussi de notre monde de demain. Et les enfants sont l'avenir de demain. Et l'État, c'est vrai que le phénomène de... En fait, la mise en pratique de la gratuité de l'enseignement, c'est tel que préconisé par l'institution, la Constitution, la loi fondamentale, c'est une bonne chose. Mais cette gratuité doit être encadrée par des mesures pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle des nombres pléthoriques dans une salle de classe qui ne va pas permettre à l'enseignant de suivre chaque enfant comme il se doit. Parce qu'en fait, logiquement, un auditoire, une salle de classe pour les niveaux primaires et secondaires, c'est pas plus de 50 étudiants. C'est entre 25 et 35 élèves, allais-je dire. Alors aujourd'hui, avec la gratuité, on se rend compte qu'il y a un engouement vers l'enseignement. Et l'État doit multiplier aussi les écoles. L'État doit multiplier les écoles et prendre en charge en bonne et due forme les enseignants qui sont en train de donner cours quand il y a un nombre pléthorique d'enfants et les parents et les enseignants ne savent pas le maîtriser. Le travail ne se fait pas. Et puis on ne sait pas suivre l'enfant. Or, le travail qui doit se faire, un enseignant doit connaître ses élèves et connaître la capacité de chacun et permettre à chacun d'aller de l'avant. De s'adapter. Oui. Alors, quand il y a un nombre pléthorique, c'est difficile.
Mais aussi, c'est ce que je veux dire, les autorités du pays doivent non seulement mettre en place, peut-être que la préconise de la Constitution, la gratuité de l'enseignement, aussi mettre des mesures d'encadrement pour que cette gratuité soit effective et que les enfants puissent suivre en bonne et due forme l'enseignement et devenir des responsables demain. Ce qui est vrai, le système de prise en charge des enseignants par les parents était discriminatoire. Ça veut dire que les enfants dont les parents n'avaient pas de moyens ne pouvaient pas envoyer leurs enfants à l'école. Ça, on est d'accord. Mais quand on préconise la gratuité, il faut des mécanismes et des moyens pour arriver jusqu'à la fin pour que les enfants suivent la formation en bonne et due forme. Mais aussi à l'État congolais qu'il revient de prendre aussi en charge en termes même alimentaires. On le voit dans certains pays développés, bien sûr, on peut le dire, ils ont une avance. Et il y a cantine scolaire, alimentaire scolaire. Donc, et là, les enfants restent pour les cours. Et quand ils restent pour les cours, ils sont servis dans les cantines. Et puis ils mangent. Et puis après, ils vont rester jusqu'à peut-être 14 ou 16 heures. Puis les parents viennent le chercher. Je crois que je peux demander cela à l'État congolais pour qu'on éradique ces phénomènes. Ça veut dire que créer beaucoup d'écoles, mais aussi des centres de récupération comme les différents centres les font, mais aussi avec des orientations, aider ces enfants demain à se prendre en charge. Aujourd'hui, vous avez vu quelques Koulouna, bandits des grands chemins qui ont sémé, morts d'hommes à Kinshasa aujourd'hui, on les appelle des bâtisseurs. Ça veut dire que chacun de nous est important, si et seulement si, il est bien orienté. Il est bien orienté. Et on peut orienter aujourd'hui ces enfants. Parce qu'en fait, rassurez-vous que c'est en fait une bombe à retardement. Oui. Et les jours que ça va exploser, personne ne saura le maîtriser. Donc ça veut dire que c'est maintenant qu'il faut commencer à voir ce que ça peut être demain. Donc puisqu'on dit que gouverner, c'est prévoir. C'est maintenant que c'est aujourd'hui. Et non attendre demain. Demain, ça risque d'être tard. Mais aussi les parents doivent faire un effort de croire aux capacités dont disposent leurs enfants. Les parents, quand l'enfant est dans le ventre, il n'est pas sorcier. L'enfant est né. L'enfant fait l'école peut-être primaire. Dès l'entame de l'école secondaire, puisqu'ayant été voir un prophète, ayant été voir telle personne, tout bascule, on dit que cet enfant est sorcier. Mais est-ce qu'on peut comprendre ça quand même? Vraiment. On peut comprendre ça. Et puis on va faire croire à l'enfant de dire qu'il est sorcier alors qu'il ne l'est pas. On va inciter l'enfant de dire qu'il est sorcier alors qu'il ne l'est pas. Non. Les parents doivent être des responsables. Aujourd'hui, beaucoup sont démissionnaires. Il est vrai que la vie est très difficile aujourd'hui. Il est vrai que beaucoup de familles vivent dans la promiscuité, et dans la précarité. La vie est difficile. Mais cela n'empêche que les parents prennent les responsabilités en main. Que les parents, on voit beaucoup de mamans ou de papas. Quand vous allez le long de certaines rivières, vous le verrez en train de faire le potager. Ça veut dire, beaucoup vous disent que c'est grâce à ça que on a nourri, on a fait étudier, on a envoyé d'ailleurs les enfants en Europe. Alors, je crois que c'est aussi de la responsabilité des parents, mais aussi de la responsabilité de tous ces organismes. C'est comme si aussi ces organismes ne font pas le travail correctement. Ne veulent pas que ces phénomènes puissent être éradiqués, puisque ça devient leur gagne-pain. Donc, comment on dit, ça devient leur gagne-pain et donc ça devient un moyen de se faire de l'argent pour se construire des maisons. Dommage. Non, chacun doit mettre la main dans la pâte, chacun doit être responsable de l'autre. Vous savez, le pape François, lorsqu'il a été élu, le premier mot, lorsqu'il a commencé ses catéchèses, c'était, il disait que nous devons être les responsables des autres. Un jour, le Seigneur nous posera la question, qu'as-tu fait de ton frère? Comme il avait posé la question à Caïn qui avait tué son frère Abel. Je crois que c'est ça. Donc on ne doit pas viser d'abord l'argent quand
on a cette vocation d'encadrer les enfants, mais d'abord, c'est l'autonomisation de ces enfants par les différents métiers, comme on peut le constater, les métiers qui permettent à ces enfants d'acquérir une certaine autonomie et de se prendre demain en charge. Donc, si tous les efforts sont mis ensemble, je crois qu'il y a une possibilité demain d'éradiquer ces phénomènes et de ne plus trouver les enfants dans la rue. Voilà, madame. Donc voilà, pour nos amis qui sont arrivés en retard, c'est votre émission Cri du Cœur. Nous avons aujourd'hui reçu l'abbé Ntambwe Victor. L'abbé Ntambwe Victor qui est un grand homme, fan de la lecture, et qui actuellement est le secrétaire académique de l'IFAD. Non, secrétaire général administratif de l'IFAD. Donc aujourd'hui, nous l'avons reçu en tant que psychologue, enseignant. Et bidemoko boye bindenge tozo préparer sensibilisation na biso ezali na bana na biso baza na nzela babi nzela ebotaka te bana bayaka nde na nzela bakomi na bango mpe ya nzela bakomi osala makambo na kati ya nzela tozosenga na bino baye oyo boza na bandako bozobatela bana na bino bobatela bango malamu bosunga bango ete lobi bazala bato ya nzela te bakoma bana ya nzela te parce que kovanda na kati ya nzela ezali komi kotisa na makambo ebele ezali komi bebisa lisusu koleka lisusu. Monsieur l'abbé, on vous dit merci beaucoup de nous avoir donné de votre temps pour répondre à nos questions, bien que le temps nous fait défaut. Si vous nous permettrez peut-être plus tard ou un autre jour pour que nous puissions continuer cette émission et que certaines personnes qui ont pu nous poser quelques questions trouvent satisfaction. Avec plaisir, madame, on n'hésiterait pas. Un dernier mot? Un dernier mot, je voudrais tout simplement rappeler aux parents et aussi à tout le monde sa responsabilité vis-à-vis des enfants. Les enfants sont protégés et par la Constitution et par les droits universels de l'homme. Donc, aidons nos enfants à devenir ce que nous sommes aujourd'hui, puisque nous avons été comme eux il n'y a pas de longtemps. On a été comme eux et aidons-les à devenir comme nous sommes aujourd'hui. Vous allez suivre l'intégralité de cette émission mercredi à 14 h et vendredi pour la rediffusion, samedi aussi. Et nous vous disons merci, merci, à la prochaine. Bye.